La Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées et ses 8 succursales est fière de vous présenter cette prochaine émission du bulletin local d'information InfoMag. La Caisse Desjardins au Cœur-des-Vallées, toujours présente dans sa communauté. Aujourd'hui à InfoMag, dévoilement des plans du futur sentier du Lièvre-Ouest. Les parcs à chiens à Buckingham font encore jaser et demandent d'appui pour le projet de coop d'habitation du côté de Masson-Angers. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information locale InfoMag. Tout d'abord, les grandes lignes du futur sentier du Lièvre-Ouest ont été présentées mercredi dernier par la ville de Gatineau et Énergie Brookfield au centre de services de Buckingham. Les organismes et les citoyens étaient invités à une rencontre d'information pour connaître le tracé préférentiel élaboré par la firme de consultants Nova Silva. Le chemin sera d'une longueur de 5,5 km et longera la rivière du Lièvre entre le pont Brady à Buckingham et la route 148 à Masson-Angers. Le sentier ira rejoindre en fait la piste cyclable qui longe le chemin de Masson du côté est de la rivière. Les citoyens pourront y pratiquer la marche, le vélo, le ski de fond et la raquette durant l'hiver. Des panneaux qui mettront en valeur l'histoire industrielle des deux secteurs seront également installés. Gatineau prévoit dégager une somme de 2 millions de dollars pour la réalisation du sentier qui sera situé sur une portion des terrains d'Énergie Brookfield. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, est bien content de la présentation de mercredi dernier. Voici ses commentaires. Écoutez, j'étais super heureux. Là. La participation des gens, là, à 4 heures, là, on avait une salle comble. Les gens attendaient le projet. Là-dedans, on avait des gens qui avaient initié là, le projet, qui avaient travaillé pour le prolongement là, de la piste cyclable là, ou la piste multifonctionnelle sur le côté ouest. Des gens qui sont sur le centre nautique, qui avaient fait venir la CCN. Alors, moi, je suis très fier d'avoir contribué là, à l'obtention des frais de 2 millions. Moi, j'avais emmené le projet et Marc Carrière m'a appuyé là-dessus. On a une rue Georges qui est pas très sécuritaire, point de vue des cyclistes. Et les gens là, étaient vraiment enthousiastes là, par rapport au dévoilement des parcours. Maintenant, cette année, on va faire les plans et devis, puis on devrait commencer la construction en 2018. Par ailleurs, l'Association des propriétaires de chiens de Buckingham critique la façon dont Martin Lajeunesse gère le dossier du parc Lantier. Le président de l'association, Peter Alexander, a pris la parole lors du dernier conseil municipal. Il accuse notamment le conseiller de ne pas vouloir collaborer avec la PCB et indique qu'il fait face à un conflit d'intérêts dans cette affaire. Il aimerait également que le sort du parc Lantier soit entre les mains d'une commission indépendante et impartiale. Je vous laisse entendre M. Alexander à ce sujet. Le principal reproche que je fais dans la gestion de ce dossier, c'est le fait que, nous n'avons pas été consultés. Quand je dis nous, ce sont les propriétaires de chiens de manière générale, pas uniquement la PCB. Et le deuxième point, c'est que la PCB qui était là n'a jamais été consultée, quoi que ce soit, alors qu'on a toujours pensé que la PCB était l'interlocuteur principal de la ville en matière de parc à chiens notamment. Le but de ma demande d'avoir une commission d'enquête ou comité, ou appelons ça comme on voudra, c'est d'avoir une transparence, une indépendance, une impartialité et l'occasion où tout le monde, tous les intervenants, toutes les personnes concernées pourraient s'adresser et faire part de leurs observations, remarques, demandes, tout ce qu'on veut. On peut s'imaginer que certains riverains ont peut-être pu avoir entendu les chiens de Martin Lajeunesse, comme ceux d'autres personnes qui habitent autour du parc. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, il est riverain du parc. Il a peut-être un intérêt à ce que des choses se passent ou ne se passent pas. On vous rappelle qu'au cours des derniers mois, certains résidents près du parc Lantier s'étaient plaints d'excréments et de chiens qui allaient sur leur propriété. La ville de Gatineau a ensuite adopté une résolution du conseiller de Buckingham pour clôturer une partie du parc Gendron, un autre parc où les chiens sans laisse seraient acceptés. Voici maintenant les commentaires, ou plutôt les réactions de Martin Lajeunesse à ce sujet.
Je suis allé voir le président, qui n'était pas président à cette période-là, mais je suis allé le voir chez eux, personnellement, dans son salon. Et j'ai suggéré de se présenter aussi à la ville pour faire valoir les droits des propriétaires de chiens. Ça, je veux dire, c'est important pour moi. Lui, il m'attaque sur mon conflit d'intérêt. J'ai 2 chiens. Moi, j'aurais tout intérêt à permettre que les chiens soient dans ce parc-là. Mais quand je regarde le volet sécurité, qui est important pour moi, on peut pas se permettre. Côté les présences, malheureusement, je n'étais pas disponible pour l'Assemblée générale. Et j'ai envoyé un courriel à M. Alexander pour lui dire que je voulais assister aux prochaines rencontres des services. Et j'avais demandé au directeur du centre de services de rencontrer l'association puis de travailler avec l'association. Alors, quand on me dit que je ne suis pas impliqué, là, je suis allé chercher 20 000 5 000 de mon budget d'aménagement discrétionnaire pour trouver un parc, pour faire un parc sécuritaire et accessible pour l'association. Une présentation sur la situation des chiens à Gatineau est prévue le mardi 28 mars prochain. Martin Lajeunesse veut demander un amendement pour autoriser les chiens avec laisse dans tous les parcs et sur les pistes cyclables de la ville. La Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais continue ses efforts afin d'ouvrir une coop d'habitation dans le secteur Masson-Angers prochainement. L'objectif de la Fédération est de créer un comité provisoire et de recruter des personnes intéressées à vivre dans ce type de logement, comme on le retrouve déjà ici à Buckingham. La future coop sera destinée aux familles et sera située dans le secteur Angers, à proximité des services et des écoles. Elle comptera 36 unités de logement de 2 à 4 chambres. La conseillère en coopération Annie-Pierre Caron-Davio nous rappelle ce qu'est une coop d'habitation et qui peut y devenir membre. Bien, une coopérative d'habitation, c'est un regroupement de personnes, une association de personnes qui collectivement répondent à un besoin commun, qui est celui de se loger et à un prix moindre. Donc, on est capable d'avoir des économies sur les coûts d'opération par l'implication des membres qui donnent de leur temps pour faire des tâches, pour gérer la coopérative, ce qui fait qu'on n'a pas à contracter des services à l'externe. Donc, une des grandes façons de sauver, d'économiser de l'argent, c'est justement l'implication des membres et grâce à ça, ils peuvent avoir un loyer plus bas parce que justement, ils ont un rabais associé à leur implication. Toute personne qui est intéressée peut faire une demande d'admission et ensuite, c'est le comité qui va décider qui sont les personnes qui vont pouvoir rejoindre. Ici, le projet a une vocation familiale, donc on veut surtout que les logements soient des 2, 3 et 4 chambres. Il y a jusqu'à 50 des logements qui vont pouvoir être subventionnés, donc qui vont pouvoir être occupés par des personnes à faible revenu. La Fédération demande également l'aide des organismes de l'Est de Gatineau afin de rédiger des lettres d'appui et récolter des signatures de gens intéressés au projet. La prochaine rencontre d'information est prévue le mardi 25 avril à 19 h au Centre communautaire d'Angers. Pour plus d'informations, 819-243-3717 et vous composez le poste 225. Le club Richelieu de Buckingham veut profiter du mois de la francophonie, le mois de mars, pour augmenter sa visibilité et promouvoir la langue française dans la région. L'organisme existe depuis 1950 et aide financièrement des projets et des organismes qui se rattachent à la francophonie et la jeunesse, comme l'Harmonie Contretemps et le corps de cadets, par exemple. Selon la présidente France Lamotte, la plus grande menace pour la francophonie est aujourd'hui le fait que les gens écrivent trop rapidement sur les médias sociaux. On l'écoute. Je pense que oui, surtout à travers les médias sociaux, parce que si on prend Twitter, entre autres, où tu as juste 140 caractères, les jeunes, surtout, ont tendance à prendre beaucoup de liberté, à s'inventer une sorte de langage concis. Et je vais prendre un exemple. Pourquoi? Il va marquer PK alors qu'il n'y a même pas de cas dans le mot comme tel. Donc, on y va plus au son que vraiment aux règles d'écriture, de convention. Alors, ça, je pense, c'est une grande menace pour la francophonie, autant écrite que parlée, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va parler selon ce qu'on a lu et relu dans nos médias sociaux. Donc, je vois souvent, même sur Facebook, où les gens sont tellement avides de partager beaucoup d'informations qu'on ne prend pas le temps de bien écrire. Et c'est ça, c'est le son qui l'emporte sur les règles d'écriture.
Le club est aussi à la recherche de nouveaux membres qui voudraient s'impliquer. Madame Lamotte souligne que s'impliquer dans le club n'est pas trop demandant puisqu'il suffit de venir souper les 2e et 4e mercredis du mois de septembre à juin. Encore une fois, la présidente du Club Richelieu. Bien, écoute, le Club Richelieu, c'est un club de réseautage entre les membres aussi. On a de divers métiers, de la femme à la maison, aller aux retraités en passant par le comptable, la chiropraticienne, la directrice de banque. Donc, on invite tout le monde et nos soupers sont 2 fois par mois, les mercredis. Et c'est certain que c'est le français qui a préséance. Pour avoir plus d'informations au sujet du Club Richelieu, eh bien, vous composez le 819-281-1845. La Société d'aide au développement de la collectivité de Papineau mène présentement une étude qui vise à dresser le portrait des entreprises sur son territoire. L'étude vise à analyser les réalités et les défis des entreprises pour ensuite ajuster l'offre de services en conséquence. La directrice générale de la SADC de Papineau, Mélissa Bergeron, nous donne les détails de cette étude-là. L'objectif, c'est de vraiment prendre le pouls des besoins des entreprises. On est bien branché parce qu'on a un gros portefeuille d'entreprises avec lesquelles on est partenaire, mais on a une offre de service qu'on veut rendre encore plus pertinente d'année en année. Chaque municipalité va être sondée. Donc, des entreprises présentes dans chaque municipalité, autant à Duhamel qu'à Papineauville, qu'à Notre-Dame-du-Lot. Donc, on va avoir un beau portrait vraiment représentatif. Le deuxième objectif, je te dirais que c'est plus au niveau régional. On veut vraiment établir un portrait de l'entrepreneuriat en Outaouais parce qu'on constate qu'il y a plusieurs programmes d'aide aux entreprises qui existent au niveau à l'échelle provinciale, au fédéral, tout ça, mais l'Outaouais, on a de la difficulté à appliquer à ces programmes-là. C'est la firme Somme qui a été mandatée pour réaliser un sondage téléphonique d'environ 10 minutes et assurer la collecte de données. Même si Mme Bergeron croit que les entreprises de la région sont en santé, les services de la SADC Papineau restent tout de même très bénéfiques pour eux. On l'écoute à nouveau. Oui, on a des entreprises qui sont en santé, qui ont beaucoup d'idées. C'est des entrepreneurs, ça a toujours plein d'idées. C'est juste de les structurer, de les accompagner dans leur développement, là, puis c'est ce qui me motive le plus à la SADC, c'est cet accompagnement-là qu'on peut faire, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau du web, au niveau de l'employabilité, de la formation. Donc, oui, définitivement, on a des belles entreprises. Puis notre rôle aussi à la SADC, ça va être de les mettre en valeur, de leur donner des outils pour qu'ils grandissent puis qu'ils soient reconnus et mieux connus même de la population locale. Du 1er avril au 24 mai prochain se tiendra la campagne annuelle de financement de votre TVC Basse-Lièvre. Et comme à chaque année, l'objectif est d'amasser une somme d'environ 30 000 $. Avant le début de la campagne, l'équipe de la télévision sollicite les organismes et les marchands de Buckingham, Masson-Angers et aussi de l'Ange-Gardien. Même s'il est à la retraite, l'ancien directeur général de la TVC, André Soucy, a été nommé comme directeur de campagne cette année. Il nous donne les détails concernant la campagne cette année. Ben oui, je suis de retour. Le conseil d'administration m'a demandé de prendre la direction de la campagne de cette année pour aider Martin avec... c'est dans sa première année. Alors, il va avec moi coordonner tout ça. Et puis, on va faire en sorte eh bien, de tenter d'aller chercher encore le plus grand nombre possible de personnes qui vont devenir membres, accepter de devenir membres avec nous à la télévision communautaire parce que c'est un bon mouvement. Ça aide les organismes communautaires et ça aide la population en général. Alors, on veut encore une fois qu'ils participent avec nous. Bon, on va s'entendre qu'au niveau monétaire, c'est un 30 000 $ qu'il faut aller chercher localement. Et puis, ce 30 000 $-là, lui, se transforme en beaucoup d'autres argent parce que le ministère des Communications recherche à voir s'il y a du dynamisme dans les différentes télévisions communautaires. Alors, on vient leur dire on recherche 1 000 membres. Alors, si on va chercher 1 000 membres encore une fois cette année, bien, ça va démontrer ce dynamisme-là. Alors, les argents viennent de là, viennent de la compagnie Vidéotron également qui accepte de financer une partie de notre budget. Les usagers de la STO ont dû à nouveau se trouver un plan B afin de se rendre au boulot mardi dernier. Le syndicat des chauffeurs et employés de l'entretien a ciblé cette journée-là afin de poursuivre sa grève tournante. Il s'agissait de la 2e journée de débrayage en l'espace de 6 jours. Une centaine de syndiqués ont manifesté devant les 2 garages de la STO. L'absence des autobus a causé des congestions majeures un peu partout à Gatineau en début et fin de journée.
Selon un communiqué de presse envoyé aux médias, les communications ne sont toutefois pas rompues entre l'employeur et le syndicat qui tentent toujours de trouver des solutions. Pour le moment, on sait que les syndiqués plutôt vont débrayer une seule journée par semaine et ils s'engagent là à informer la population 24 heures à l'avance. Donc voici maintenant le survol de votre actualité culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Très bien, toi? Ça va super bien, merci. Toujours un plaisir de t'accueillir en studio. Toujours un plaisir d'être ici. Beaucoup de nouvelles au culturel cette semaine. On commence, on entend le son entre les branches. Il y a une fille ici à Buckingham qui se trouve à être à l'édition de La Voix cette année. Oui, elle s'est démarquée, pas cette semaine, mais l'autre semaine en faisant Aller plus haut. Une chanson qu'elle a très bien interprétée. Mais il faut dire, il s'agit de Joëlle Miller. Et il faut dire qu'elle a quand même de l'expérience parce qu'elle est âgée de 34 ans. Et avant de s'en aller à La Voix, de participer à La Voix, bien, elle a fait, entre autres, elle était choriste pour le spectacle Vintage de Grégory Charles. Donc, elle a appris à improviser beaucoup parce que c'est le genre de spectacle où c'est des demandes spéciales et il n'y a pas une soirée qui est pareille. Et là, elle avait envie de se démarquer, de foncer. Donc, elle est allée à La Voix. Et on a Isabelle Boulay qui s'est retournée pour la récupérer dans son équipe, ainsi que Marc Dupré. Joëlle, elle a décidé d'aller auprès de Marc Dupré. Et là, on devrait la revoir dans les duels, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Malheureusement, c'est impossible de savoir exactement quand. Mais c'est à suivre. Là, elle devrait remonter sur les planches là, incessamment. Donc, on reste à l'affût pour la voir sur scène en duel. On est chanceux quand même, hein, parce que l'année passée, il faut rappeler que Stéphanie Saint-Jean était quand même la grande gagnante de La Voix et venait de Buckingham. Donc, beaucoup de talent à Buckingham. C'est des gens de chez nous, il faut être fiers de ça. Ouais. Très. Maintenant, il y a des adolescents et des adolescentes qui se préparent à monter très bientôt sur scène, Jessie. Oui, en fait, ça se passe vendredi et samedi, 24 et 25 mars. Ce sont des jeunes de l'école 55, en fait, jeunes de l'école secondaire Armdas-Gamelin qui se préparent à faire multitude et secondaire en spectacle. Habituellement, c'était 2 spectacles séparés. Cette année, ils ont fusionné les 2 et ça devient secondaire en spectacle, c'est multitude. Ils ont gardé les meilleurs éléments des 2 spectacles. Donc, il y aura une partie juge, des artistes qui seront sélectionnés pour participer à la finale régionale de secondaire en spectacle qui se déroule les 12-13 avril au cégep de l'Outaouais. La partie juge va se dérouler seulement samedi soir, par exemple. Puis, il y a aussi les interscènes. Multitude était très reconnue pour ça. Il s'agit d'élèves de 5e secondaire qui préparent une espèce de pièce de théâtre qui se déroule entre les différents numéros. Et ça, ils ont gardé ça. La seule chose, ils n'ont pas dévoilé le thème cette année. Ils gardent ça pour une surprise. Donc, c'est à voir en fin de semaine. Le coût du billet est de 10 $ par étudiant et 12 $ par adulte. Beau spectacle, là. Ça fait plusieurs mois que les élèves se pratiquent, donc doivent avoir très hâte de monter sur la scène cette semaine. Et je tiens à préciser que c'est notre président ici à TVC Basse-Lièvre, M. Daniel Lafortune, qui a parti au début l'idée du spectacle multitude. Donc, bon, ce n'est que ça aujourd'hui. Bien oui, certain. Jessie, vivre de son art, c'est possible et l'artiste Sylvie Beauregard le démontre très bien. Le démontre très bien et c'est à l'âge de 50 ans qu'elle a décidé de se lancer en tant qu'artiste. Il s'agit de Cibo, connu sur son nom d'artiste. Et son aventure a commencé avec un agenda. Elle avait eu l'idée d'en lancer un, d'en faire un elle-même à partir de ses propres dessins, ses propres images, mais elle a été un peu découragée par son entourage. 5 ans plus tard, elle a décidé de foncer, la vie l'a amenée à le faire. Et elle ne regrette pas aujourd'hui car les activités et les projets n'arrêtent juste pas. Elle a lancé récemment les soirées Paint Night où les gens sont appelés, surtout des filles qui participent, sont appelées à dessiner une œuvre qu'elle explique en avant, comme une espèce de cours. Elle fait surtout des corsets, des talons hauts, toujours un peu le thème girly qui revient dans son art. Et même les débutantes sont capables de réaliser l'œuvre. Pour elle, c'est très important. Elle ne veut pas que les gens sortent de là avec l'impression qu'ils sont incompétents. Donc, chaque participant repart avec sa toile. Elle fait aussi, en plus de son agenda, elle a toute une gamme de papeterie qu'elle vend, ainsi que d'accessoires de cuisine. Son but, là, c'est de rendre les gens heureux. Fait que si tu as un chien, Mathieu, par exemple, bien, elle va te faire un bol avec le nom de ton chien ou elle va vraiment concevoir ce que tu veux, dans le fond. Ou si j'ai pas de chien, par exemple, ça peut être le visage de ma copine, par exemple. Tout à fait. Ça peut être sur une tasse, ça peut être sur une assiette, ça peut être... Elle fait vraiment beaucoup de choses. Et elle fait aussi des expositions, mais ça, elle veut en faire un peu moins parce qu'elle veut vraiment... Depuis 1 an, elle a son atelier au 529 avenue de Buckingham et elle tient à travailler là le plus souvent possible. C'est son atelier de création.
Donc, elle expose un peu, par exemple, elle expose dimanche prochain, le 26 mars, au club de golf d'Elmer, dans le cadre de la Franco-Fête. Mais elle préfère surtout là, faire ses soirées Paint Night. Et elle a plein d'idées, donc elle aimerait embaucher quelqu'un prochainement là, pour l'aider à tout ce qui est niveau logistique pour qu'elle puisse se concentrer vraiment à la création. On se transporte maintenant juste à côté de l'atelier de Sylvie Beauregard et tu nous parles de l'exposition « 7 femmes s'exposent ». Oui, on a « 7 femmes s'exposent », exposition qui revient annuellement, Galerie d'art Diane Fontaine, dont 17 techniques différentes, 7 artistes avec des styles différents. Et il s'agit d'Annie Breton, Martine Cloutier, Lise Courtemanche, Martine Carole Gagnon, Nicole Laurent et Daniel Paré. Et donc, ça se déroule jusqu'au 9 avril. On reste dans la thématique de la peinture. Tu nous parles maintenant de mademoiselle Marie-Paule Paquette. Oui, elle expose au Café des artistes de la Lièvre jusqu'à la fin du mois, donc il reste quelques jours pour y aller. Il s'agit d'une peintre qui est originaire de Montpellier, qui a déménagé en Outaouais en 88 pour suivre ses enfants qui étudiaient à Hull. Et elle est maintenant à la retraite depuis 3 ans. Et pour elle, peindre, c'est une relaxation. Elle s'inspire beaucoup de paysages, de photos. C'est très relaxant. Et pour elle, elle avait déjà exposé à la Maison du Citoyen. Elle cherchait une autre place où montrer ses œuvres et le Café des artistes l'a accueillie. Elle est très contente. Elle fait surtout de la peinture à l'huile. Ça fait le tour, Jessie. On se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Oui, certain. Merci à toi. Merci beaucoup. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. Bonjour François Croteau. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça m'a un peu gelé en ce mercredi soir. Au sport, on commence en ski de fond. Fin de semaine, il faut le dire, extraordinaire pour Alex Harvey du côté de Québec. Oui, ça se déroulait du côté des Plaines d'Abraham. C'était une épreuve de la Coupe du monde, alors c'est très relevé. Et le Québécois favori en ski de fond a remporté 2 podiums et une 4e place dans les 3 courses qu'il a participé. C'est incroyable. Et il faut aussi mentionner qu'Alex Harvey avait gagné l'épreuve reine, là, si on peut dire, du ski de fond il y a quelques semaines en Finlande, alors qu'il avait remporté le 50 km, la course de 50 km. C'est le premier Nord-Américain à réaliser cet exploit-là. Hein? Alors, puis la couverture médiatique a été correcte, mais sans plus. Si Carey Price s'était cassé un orteil, on aurait entendu parler beaucoup plus. Probablement. Félicitations à M. Harvey. Et également, on avait des représentantes de l'Outaouais qui ont participé. Les succès ont été plus modestes. C'est là qu'on peut voir comment ça peut être difficile de se hisser dans les premiers. Il y a Catherine Stewart-Jones qui a terminé 58e et Sophie Carrier-Lefort, 63e. Et on avait aussi une athlète là, de l'Outaouais, Laura Leclerc, qui, elle, en était à sa première course de Coupe du monde. Alors, on peut imaginer un peu la nervosité. Elle a terminé 67e, mais comme elle a dit, elle est là pour apprendre, c'est normal, sa première course. Elle regardait ce que les autres faisaient et son commentaire, ça a été « Je fais la même chose, mais eux autres le font mieux ». Donc, peut-être un nom à retenir, Laura Leclerc. Puis félicitations à l'organisation aussi, ça a été spectaculaire. Quand c'est ta première course canadienne, c'est sûr que tu es pas mal sur le qui-vive. Oui, effectivement. Ouais. Au ski alpin maintenant, François, les athlètes ont beaucoup apprécié la compétition au Mont-Sainte-Marie. Oui, c'était une épreuve du circuit Nord-Am, le circuit nord-américain de ski alpin. C'était la première fois depuis 1913 que la station de ski tenait un tel événement. Les skieurs ont beaucoup apprécié le parcours parce qu'on sait que la montagne est plus petite que, exemple, dans les Rocheuses ou en Europe. Mais c'est ça, le parcours était différent. Il y avait ce qu'on appelle des angles morts, c'est-à-dire qu'il y avait des virages dans une montée, donc tu ne vois pas exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Fait que pour eux, ça a été différent. C'est l'Allemand David Katterer qui a remporté la finale du circuit. Il a devancé par 26 centièmes de seconde un Olympien et membre de l'équipe canadienne, Trevor Philippe. Il faut mentionner que Simon Fournier, originaire de Hull, a signé le meilleur résultat, si on veut, là, des locaux, avec une 19e position. Donc, une très belle fin de semaine aussi de ce côté-là. Et Dame Nature était naturellement au rendez-vous. Oui, puis félicitations à M. Fournier qui est d'ici. Du côté du hockey, maintenant, c'est le début des séries dans la LHJMQ. Oui, les Olympiques vont affronter les Highlanders du Cap-Breton. Alors, étant donné la distance, là, ça va être une série 2-3-2, c'est-à-dire les 2 premiers matchs vont être en fin de semaine du côté de Cap-Breton.
Et mardi, mercredi et vendredi prochain, ça va se dérouler ici du côté de Guertin. Alors, c'est à suivre. Faut signaler aussi, Vitaly Abramov a terminé premier compteur de la Ligue. Lui, il s'aligne naturellement avec les Olympiques. Il a devancé par un point Tyler Boland de l'Océanique de Rimouski. Et je pense qu'il faut faire quand même là, une mention. Il y a eu un changement d'entraîneur du côté des Olympiques au mois de janvier. Et on voit que l'équipe, à ce moment-là, avait une fiche de 19 victoires et 28 défaites. Et ils ont terminé l'année avec 33 victoires et 31 défaites. Donc, faites le calcul. Ils en ont gagné beaucoup plus qu'ils en ont perdu. Félicitations à Éric Landry. Je peux faire un petit parallèle aussi du côté du Canadien de Montréal. Il est arrivé à peu près la même chose. Michel Therrien a cédé sa place à Claude Julien. Puis moi, je pense qu'on regardait justement du côté des 2 matchs qui ont eu lieu en fin de semaine. Et puis le Canadien les a gagnés. Et je pense qu'à ce moment-là, Marc Bergevin a remporté son pari. Éliminatoire, François? Oui, du côté du hockey mineur. Oui, effectivement. Du côté des voisins de Papineau, la Tombe 2B, le Pee-Wee 2B, le Bantam 2A et le Midget 2A se disputent les demi-finales. Donc, ça augure bien de ce côté-là. Du côté de l'Association du hockey mineur de la Lièvre, il y a le Bantama qui est en bonne place. Le Midget, les Rapides, dans le Midget A, vont jouer contre les Jets. Donc, c'est une finale toute locale, si on veut. Et le Midget B aussi, les Jets attendent en finale. Et on sait que les équipes championnes vont sortir du côté de l'interrégional. En patinage de vitesse maintenant, Sébastien Piché et Cédric Brunet, au championnat de l'Est du Canada. Oui, effectivement, ils vont participer en fin de semaine. Ça se déroule du côté d'Ottawa. C'est un complexe récréatif Bob McQuarrie. C'est du côté de Orleans ou Orléans, si vous voulez. Cédric, lui, vient d'une famille olympique. Son père et sa tante ont déjà participé aux Olympiques. Il est parmi les plus rapides au Québec et ça sera sa première participation, donc c'est à suivre. Sébastien, quant à lui, c'est sa 4e participation et il a toujours remporté des médailles. Il faut mentionner que les deux sont des produits du club de patinage de vitesse de Gatineau. Et on leur souhaite la meilleure des chances en fin de semaine. Et en terminant, c'est la Coupe Canada de plongeon du côté du centre sportif de Gatineau. Oui, ça va avoir lieu du 6 au 9 avril. On sait que c'est la 5e édition. C'est extrêmement relevé parce qu'il y a des membres de l'équipe olympique canadienne qui participent et des autres pays aussi. Il va y avoir des Chinoises ont confirmé qu'ils envoyaient quelques plongeurs. Et si jamais ça vous intéresse, on est à la recherche de bénévoles pour aider à l'organisation et pendant le déroulement des compétitions. 6 au 9 avril prochain. C'est ce qui complète les sports. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui complète votre émission aujourd'hui d'Infomag. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.